Bonjour, je vous propose de vous expliquer les règles d'un jeu que je trouve particulièrement intéressant, Western Front Aces. Il s'agit d'un jeu en solitaire qui permet de simuler les missions d'un pilote de chasse de la Première Guerre mondiale. Je trouve le thème original, le système de règles est vraiment bien fait, la qualité du matériel est top. C'est un jeu de Ian Cooper et Gregory Smith. Ce dernier a, entre autres, réalisé de nombreux jeux en solo, en particulier sur les sous-marins comme The Hunters, qui est très connu, ou encore Silent Victory, qui est un jeu que j'adore et sur lequel j'ai déjà réalisé une vidéo règle. Dans Western Front Aces, vous pouvez choisir la nationalité de votre pilote. Tous les chasseurs qui ont réellement existé de 1916 à 1918 sont représentés, même si au départ vous n'aurez pas accès à tous, mais seulement à certains d'entre eux. L'obtention d'un avion se fait en fonction des points de prestige que le pilote possède et gagne au fur et à mesure qu'il réussit des missions. Au départ, vous ne possédez a priori aucun point de prestige. Les points nécessaires pour obtenir un avion sont indiqués sur leurs fiches respectives. Je vais créer un pilote et effectuer une mission afin de vous donner une idée du système de règles. Lorsqu'on débute une campagne, elle commence normalement en septembre 1916, même s'il est possible de la démarrer plus tard. Il existe des tables qui vous permettront de choisir rapidement un nom en fonction de la nationalité. Il y a d'autres tables qui permettent de déterminer le numéro d'escadrille, le type d'appareil utilisé, l'aérodrome où il est affecté. Mais vous pouvez aussi à la place tout décider par vous-même comme je vais le faire. Au départ, le niveau de prestige de votre pilote est donc de 0. Je choisis de faire voler mon pilote sur un Newport 17. Notez sur la fiche de sortie le nom du pilote et son type d'appareil. On doit maintenant placer un certain nombre de marqueurs sur la fiche de votre avion. Premièrement, placez le pion de l'avion dans la case hangar. Deuxièmement, placez le pion wingman, coéquipier, seulement si vous avez obtenu votre première promotion. Celle-ci est automatique au bout de 3 mois pour la première promotion. Mais comme mon pilote débute, ce n'est pas encore le cas ici. Il n'a pas encore de coéquipier chargé de le couvrir, car c'est lui qui jouera ce rôle pour notre pilote. Troisièmement, placez ensuite le marqueur bonne chance sur une case random event. On peut dépenser ce marqueur pour relancer un jet de dés qui vous a été défavorable durant la partie. Placez ensuite les marqueurs munitions appropriés sur les cases weapons. Il faut placer le nombre de pions munitions indiqués sur la fiche de l'avion à l'emplacement des munitions des mitrailleuses. Ces pions sont double face. Exemple, seize ammo signifie de placer 3 pions munitions sur la face notée 2 munitions. Chaque pion de munitions correspond à un tir de mitrailleuse. Mais certains talents ou certaines actions modifient parfois cela. Placez le marqueur endurance sur la case endurance. On débute le jeu avec des talents réflexes et manœuvres avancées numéro 1 gratuitement. Placez un point d'expérience sur la fiche de votre pilote avec les galons correspondant à son grade sur la fiche A2. Dans mon cas, mon pilote débute sous-lieutenant. On doit aussi placer les pions talents qu'on a obtenus à l'école de pilotage, la Flight School, ou bien les talents qu'on a achetés. Nous verrons ça tout juste après. Enfin, placez les marqueurs d'offensive terrestre en fonction de la date. Par exemple, en septembre 1916, on place les marqueurs d'offensive sur Verdun et sur la Somme. Avant d'arriver dans une escadrille basée au front, votre pilote a dû passer par une école de pilotage, la Fly School. On utilise la table F3 pour déterminer les bonus qu'il a obtenus en entraînement. Le premier bonus que l'on peut essayer de décrocher est lié à l'entraînement au tir. On pioche pour cela 3 cartes de combat et on regarde le tableau Firepower en haut des cartes. Si une des cartes a un résultat 4, 5 ou DE, on place le pion Gunnery-1 sur la fiche du pilotage, sur la fiche A2, indiquant que le talent Gunnery lui coûtera 1 point d'expérience de moins à l'achat lorsqu'il voudra l'obtenir. Ce pion sera enlevé lorsque le talent Gunnery sera acheté et remplacé par le véritable talent Gunnery. Ceci signifie qu'il a des prédispositions pour être un bon tireur et qu'il sera plus facile pour lui d'obtenir ce talent lorsqu'il voudra l'obtenir après avoir gagné de l'expérience. Le talent Gunnery coûte 4 points d'expérience. Un pilote qui possède Gunnery-1 pourra donc obtenir ce talent avec 3 points d'expérience seulement. Ce talent, lorsqu'on le possède, permet d'ajouter un dégât supplémentaire sur l'avion adverse à partir du moment où au moins un dégât est effectué lors d'un tir. Par chance, mon pilote obtient cette facilité. Le second entraînement est celui du vol. On lance 2 dés à 6 faces. Un résultat de 9 à 12 est une réussite et on place le pion ACM-1 sur la fiche du pilote indiquant que le talent ACM pourra être obtenu avec un point d'expérience de moins à l'achat lorsqu'il voudra l'obtenir. ACM signifie Aircraft Combat Maneuver, autrement dit c'est un talent lié aux manœuvres de combat aérien. Ce pion sera enlevé lorsque le talent ACM sera acheté et remplacé par le talent ACM. Pour
Comme pour le tir, cela signifie que le pilote a des prédispositions pour le vol et qu'il obtiendra plus facilement ce talent, qui permet de recevoir un dégât de moins lorsqu'on est touché par un adversaire en combat aérien. Le talent ACM coûte 3 points d'expérience. Un pilote qui possède ACM-1 pourra donc l'obtenir avec seulement 2 points d'expérience. Cette fois, mon pilote n'obtient pas cette facilité. Tant pis. Le troisième entraînement est celui de l'atterrissage. On lance 3 fois le dé sur la table B7 avec un malus de +2. Si aucun des résultats est un rough landing, donc un atterrissage difficile, le pilote reçoit directement le talent landing gratuitement. Ce talent permet, lorsqu'on doit atterrir, d'avoir un bonus de -1 sur la table des atterrissages B7. J'ai de la chance, mon pilote obtient ce talent. C'est une très bonne chose. Il n'y a pas que l'entraînement qui permet d'obtenir des bonus intéressants. Les activités de loisirs vous le permettent aussi. Mais attention, on ne peut choisir qu'une seule des activités parmi les 3 proposées. La première est un entraînement physique poussé. Si on choisit cette option, le pilote gagne le pion Stamia et le place sur la case Pilot Wand, sur la fiche de l'avion. Si, au cours d'une mission, le pilote est touché, ce pion est dépensé pour amoindrir la gravité de la blessure. Autrement dit, le résultat Kill in Action, tué au combat, est remplacé par le résultat blessure grave. Et le résultat blessure grave est remplacé par le résultat blessure légère. Cela peut donc sauver la vie d'un pilote, mais le pion Stamia ne pourra être utilisé qu'une seule fois au cours de la campagne. La seconde activité possible est de passer du temps à étudier. En plus, votre pilote passe du temps supplémentaire à travailler pour essayer de s'améliorer. Il gagne un point d'expérience supplémentaire. La troisième activité possible est de passer du temps libre avec vos amis pilotes à faire la tournée des bars. Et oui, le pilote obtient un point de prestige. Il obtiendra en plus un bonus de +1 lors du test pour sa prochaine promotion. Ce point de prestige peut être immédiatement utilisé pour obtenir un avion avec ce niveau de prestige, mais on peut aussi garder ce point pour le dépenser plus tard. Faire la tournée des bars est tentant, mais mon pilote est d'un type sérieux. Il choisit d'étudier plus pour obtenir un point d'expérience supplémentaire. Mais je vais garder et pas dépenser tout de suite. On peut générer aléatoirement, si on le souhaite, la base où sera localisée votre escadrille. Il y a des tables pour ça, mais je préfère la choisir. Ce sera l'aérodrome de Rémicourt, près de Verdun. Notez que les terrains ennemis d'où décollent les avions que vous rencontrerez doivent être placés sur la fiche de votre avion. Il s'agit dans notre cas des aérodromes allemands de Marville et de Marsoburg. La partie se déroule ainsi. Premièrement, au début de chaque mois, on vérifie si les pions offensifs doivent être ajoutés ou enlevés en fonction de la date. Dans notre cas, nous sommes en septembre 1916 et nous avons placé les marqueurs indiquant les offensives de Verdun et de la Somme. On lance un dé à 6 faces pour obtenir le nombre de patrouilles de sortie que l'on fera ce mois-ci. Les As ont un modificateur le +1 à ce jet. Notez le nombre sur la fiche de campagne. Pour notre pilote, nous obtenons un 4, soit 4 missions durant le mois de septembre 1916. Deuxièmement, pour la première mission, on lance les dés sur la table A1 pour connaître le type de mission. On place le pion de la mission sur la fiche de l'avion. Vous pouvez aussi, à la place, effectuer une mission volontaire pour détruire des ballons. On en parlera plus tard. Selon les missions obtenues sur la table A1, les avions doivent atteindre certaines cases. Par exemple, pour la mission patrouille sur la ligne de front, ça signifie voler jusqu'au no man's land et revenir. La mission patrouille offensive signifie voler jusqu'en territoire ennemi. La mission patrouille défensive signifie voler dans les cases territoire ami. La mission destruction de ballons signifie voler jusqu'au no man's land. La mission attaque au sol signifie voler jusqu'au no man's land aussi. La mission escorte signifie voler jusqu'en territoire ennemi. Mais lors des missions d'escorte, si on rencontre un avion biplace ennemi, on doit l'ignorer. Si on rencontre un chasseur ennemi, on l'engage, mais si on engage un chasseur, il n'y a plus de restriction pour la suite. Un pilote reçoit le crédit de sa mission s'il a fait au moins une rencontre, même s'il n'a pas pu aller jusqu'à la case désignée pour cette mission. Il y a 2 exceptions. Les attaques au sol et les attaques de ballon sont considérées comme échouées si le pilote ne parvient pas jusqu'au no man's land. Dans notre cas, on obtient une mission de type Line Patrol. Et on devra donc se rendre jusqu'au no man's land, sur la ligne de front, afin d'effectuer des patrouilles. Une fois le type de mission connu, on déplace le pion avion de la case hangar à la case décollage. On déplace le pion endurance sur la première case de la piste d'endurance. À chaque fois que le pion avion se déplace sur sa piste, ou bien reste dans la même case, on doit d'une part déplacer le pion endurance sur sa piste en même temps, cela représente le carburant dépensé au fil du temps, et d'autre part, on doit faire un test sur les tables des rencontres sur chaque case traversée, y compris
sur la case décollage et la case de la base lors du retour. Il existe une table de rencontre différente selon que l'avion se trouve en territoire ami ou au-dessus du no man's land ou bien en territoire ennemi. Ce sont les tables A3. Notez que si on obtient un 12 pour la première fois lors d'une mission, un événement aléatoire survient. On lance 2 dés à 6 faces sur la table C1 et on subit les résultats. Le marqueur bonne chance permet de relancer un jet de dés ou de piocher une autre carte, ou on supprime alors le marqueur bonne chance. Notez qu'on peut, en cours de partie, en gagner et en accumuler plusieurs. Nous venons de décoller de notre base, et pendant qu'on s'en éloigne, on lance les dés pour cette première case, en utilisant la table A3 intitulée ligne amie. On obtient un 7. Rien du tout. Je passe l'avion sur la case territoire ami, et je fais en même temps avancer le pion endurance. Notre avion survole donc à présent le territoire tenu par les Alliés situé derrière notre ligne de front. J'utilise toujours la table A3 intitulée ligne amie, et j'obtiens un 10. Toujours rien. J'arrive alors sur la case de mon objectif de patrouille, c'est-à-dire la ligne de front, le no man's land, dans lequel les lignes de tranchées se font face à face dans un paysage ravagé par les trous d'obus. Je fais avancer le pion endurance, mais j'utilise maintenant la table A3 intitulée no man's land. J'obtiens un 6. Ah, cette fois j'ai un contact avec un chasseur ennemi. Lorsqu'on obtient une rencontre, on doit d'abord déterminer le type d'appareil ennemi. On lance pour cela 2 dés à 6 faces sur la table correspondant à la nationalité et la date. Il existe en fait plusieurs tables regroupées en A3A, A3B ou A3C selon la nationalité. Notez que les 3 tables notées A3C concernent en fait les rencontres avec des appareils biplaces en fonction des nationalités. Dans notre cas, il s'agit d'un chasseur allemand. On utilise donc la première table A3A, celle de l'année 1916. On obtient un 8. Il s'agit donc d'un Albatros D1. On doit ensuite trouver la fiche de l'appareil ennemi rencontré et le pion qui le représente. Si on ne souhaite pas engager un combat aérien à la suite d'un test de rencontre réussi, on lance un dé à 6 faces. Si on obtient 1 ou 2, le combat prend fin. Si on obtient 3, 4, 5 ou 6, le combat s'engage normalement. Attention, si vous faites partie d'une mission d'escorte, vous ne pouvez pas vous désengager d'un combat. Mais dans notre cas, notre pilote est en pleine forme et son avion est armé et en parfait état. Nous allons donc engager le combat. L'orientation de départ des appareils est déterminée en lançant 2 dés à 6 faces sur la table B1. On obtient un 5. Je débute en étant avantagé. Premier round. Je tire avec la mitrailleuse de l'avion. Je pioche donc une carte et je cherche dans la partie supérieure la colonne qui correspond à la puissance de feu qui est de 3. Cela correspond ici à 4 hits ou 4 touches. Pour ce tir, je dépense une munition en retournant un pion munition. On pioche une carte pour l'appareil adverse et on regarde la section indiquée défense dans la partie gauche au milieu. On obtient barrel roll. L'adversaire effectue donc un tonneau qui lui permet d'éviter 2 hits. Il prend néanmoins les 2 autres hits. On utilise alors la table B6 pour localiser les dégâts obtenus. On lance 2 dés à 6 faces de couleurs différentes, un pour les dizaines et l'autre pour l'unité. Nous obtenons 35, soit un dégât port structure, et 22 canvas, ce qui signifie dégâts mineurs, autrement dit aucun dégât. On place un marqueur de dégâts sur la première case de structure. Il y en a 4 en tout sur l'Albatros. Si les 4 venaient à être touchés, l'avion serait considéré comme détruit et donc abattu. On a terminé le premier round. Il va falloir effectuer un test d'initiative. Pour cela, on lance un dé à 6 faces par avion. On ajoute au résultat la vitesse et l'agilité de l'appareil qui sont indiqués sur la fiche de chaque avion. Dans le cas du Newport, la vitesse est de 11 et l'agilité de 2. On obtient 4 dés, soit un total de 17. Pour l'Albatros, la vitesse est de 10 et l'agilité de 2. On obtient 2 OD, soit un total de 14. On consulte ensuite la table B12 qui est sur toutes les fiches d'avion. On constate que pour une différence de 3, l'avion qui a fait le plus haut score gagne une position. Second round. On entame le second round en étant très avantagé car je suis maintenant dans sa queue. Dans cette position, si je touche au moins une fois, j'ai droit à une autre touche supplémentaire automatique. Je décide d'utiliser une rafale prolongée, ce qui va me coûter 2 munitions. C'est risqué car cela peut aussi provoquer l'enrayement de ma mitrailleuse. Mais si ça fonctionne, ça peut apporter des dégâts supplémentaires. Je pioche une carte. Elle indique 3 hits, auxquels on ajoute un hit supplémentaire car je suis derrière lui. On lance ensuite 2 dés à 6 faces sur la table C3, qui est la table des tirs en rafale prolongée, et on obtient 5,
soit 2 hits supplémentaires. En tout, 6 hits, ou 6 touches en tout. J'ai du bol car ma mitrailleuse ne s'est pas enrayée. On pioche une carte pour la défense de l'adversaire et il effectue un virage serré qui lui permet de gagner une position. Il aurait pu en gagner 2 si son moteur était un moteur rotatif, mais ce n'est pas le cas ici. On revient à la table B6 afin de déterminer la localisation des dégâts. On obtient 24, Power Structure. On ajoute un marqueur sur la structure, c'est le second. Ensuite, 61, c'est la queue qui est touchée. 53, Starboard Structure. On obtient aussi 41, 14 et 63, c'est-à-dire canvas à chaque fois, autrement dit aucun dégât. C'est la fin du round. On effectue à nouveau les jets d'initiative pour chaque avion. Pour le Newport, on a 11 plus 2 et on obtient 1 avec le dé, soit 14. En tout. Pour l'Albatros, 10 plus 2 et on obtient 5, soit 17. La différence est de 3 en faveur de l'Albatros et il gagne de ce fait une position. Les deux avions se font maintenant face. Round 3. Lorsque les avions sont face à face, les tirs et les dégâts sont simultanés. Mais je décide d'utiliser mon talent réflexe qui me permet de tirer le premier. Je défausse une munition pour cela. Je retourne donc ce pion et je pioche une carte. J'obtiens 2 hits. Sur la table B6, j'obtiens 12. Power Structure, une fois de plus. Et 26, Canvas, une fois de plus aussi. L'Albatros tire à son tour. Il a une puissance de feu de 4 et il me fait 3 hits. Je défausse une de ses munitions. Sur la table B6, on obtient 33, Power Structure, et 44, Canvas. Et ensuite 25, le moteur. Aïe, on aura un malus de 2 lors des jets d'initiative. On doit effectuer un test sur la table B4 pour vérifier que le moteur ne prend pas feu avec 2 dés de 6. On obtient 8, pas de problème. Le round est terminé, on lance les jets d'initiative. Pour le Newport, c'est donc 11 plus 2, mais avec un malus de moins 2, du fait du moteur endommagé. Et plus 3 au dé, soit 14 en tout. Pour l'Albatros, 10 plus 2, plus 5 au dé, soit 17. Round 4, l'Albatros gagne une position. Il se retrouve avantagé et tire. On défausse une de ses munitions. On pioche une carte pour son tir, il obtient 4 dégâts. Cette fois-ci, au lieu de tirer une carte pour me défendre, je choisis d'effectuer une manœuvre avancée. C'est la seule que je possède, qui me permet d'éviter un hit et de gagner une position. Je retourne donc le marqueur de la manœuvre, elle ne peut être utilisée qu'une seule fois par sortie. J'aurais aussi pu effectuer une des 3 manœuvres standards qui sont disponibles à chaque tour, comme le virage serré, qui permet de gagner une position, et même 2 lorsqu'on a un moteur rotatif, comme c'est le cas du Newport. Les manœuvres standards et avancées sont indiquées sur les fiches des avions. Je dois donc subir que 3 dégâts au lieu de 4 sur la table B6. On obtient 32 et 55, un canvas, aucun dégât, et on obtient aussi 42, Power Structure. Ça fait 2 hits, plus qu'un hit, et l'avion est abattu. Le round étant terminé, on procède au jet d'initiative. Pour le Newport, 11 plus 2 moins 2 plus 5 au dé, soit 16. Pour l'Albatros, 10 plus 2 plus 1 au dé, soit 13. Au round 4, mon Newport gagne une position et se retrouve donc avantagé. Je défausse un marqueur de munitions et je pioche une carte pour simuler mon tir. J'obtiens 5 dégâts. On pioche une carte pour la défense de l'Albatros, il évite un hit et il est aussi indiqué que la rencontre prend fin à la fin du round. Localisons les 4 dégâts obtenus sur la table B6. On obtient 52 et 32, canvas, c'est-à-dire rien du tout. On obtient aussi 11, une blessure. On lance 2 dés à 6 faces sur la table des blessures, on obtient un 6, le pilote a été touché. On relance alors un dé à 6 faces et on obtient 2, c'est une blessure légère. On obtient ensuite 23. Le moteur est endommagé. On doit effectuer un test sur la table B4 pour vérifier que le moteur ne prend pas feu. Avec 2 dés de 6, on obtient 7, il ne prend pas feu. Puis 42, le dernier point de structure est détruit et l'avion est abattu. Fin du combat. Quand un avion est détruit, on l'entoure sur la feuille de sortie. Nous revenons maintenant à notre mission. Notre avion est donc sur le chemin du retour. L'avion fait demi-tour et se retrouve en territoire ami. On avance aussi le marqueur d'endurance. On fait un test de rencontre. On obtient 7 personnes. J'arrive sur la case de ma base. Je fais un test de rencontre. 4. Toujours rien. Je préfère ça, car il ne me reste que peu de munitions. Je vais donc tenter de me poser
En premier lieu, on lance un dé à 10 faces sur la table B9 afin de connaître l'état de la météo au-dessus du terrain d'atterrissage. En fonction du résultat obtenu, on peut avoir des malus sur la table B7, qui est utilisée pour les atterrissages. On voit sous la table B7 tous les modificateurs que l'on peut avoir sur le résultat des dés en fonction de la météo, mais aussi si votre pilote est blessé ou bien si c'est un dé d'atterrissage d'urgence, etc. Dans notre cas, mon pilote n'a pas été blessé. J'obtiens un 8 sur la table B9, soit un résultat à mauvais temps, et donc j'aurai un malus de +1 à l'atterrissage. Mais comme mon pilote possède le talent atterrissage, à -1, il annule ce malus. Aucun autre modificateur ne rentrant ici en ligne de compte, l'avion atterrit sans encombre, sans avoir à lancer les dés, puisqu'avec 2 dés à 6 faces, l'atterrissage est correct sur un score entre 1 et 12. Je vais aussi dire quelques mots sur les atterrissages d'urgence. On peut, lors d'une mission, être obligé d'effectuer un atterrissage d'urgence ailleurs que sur sa base. Il a, dans ce cas-là, un malus de +1 sur la table des atterrissages B7. Si c'est au-dessus du territoire ennemi ou dans le no man's land, il doit subir un tir de décès adverse. On lance un dé à 6 faces sur un résultat de 1 à 3, l'avion est subit un dé de 6 hits. Si l'atterrissage réussit, la prochaine sortie est annulée. Elle n'aura pas lieu. Si c'est un territoire ami, le pilote reviendra à sa base. Si c'est un territoire ennemi, il est fait prisonnier, c'est la fin de la partie. Si c'est dans le no man's land, il aura un malus de +2 et non +1 sur le jet sur la table d'atterrissage B7 en raison de la présence des cratères d'obus. Donc on lance un D6, de 1 à 3, il est en territoire ami, de 4 à 6, il est fait prisonnier par l'ennemi. Un mauvais jet sur la table d'atterrissage B7 peut avoir comme résultat, par exemple, un atterrissage difficile. Le pilote reçoit une blessure légère. Ou bien encore un crash à l'atterrissage. L'avion est considéré comme hors service et le pilote doit lancer un dé pour connaître la gravité de ses blessures. Il est aussi possible que l'avion soit détruit et le pilote tué. En ce qui concerne les blessures, avec une blessure légère, le pilote ratera la prochaine sortie. Avec une blessure grave, l'atterrissage se fait avec un malus de +1. Après l'atterrissage, on va lancer 2 dés à 6 faces sur la table C2. C'est celle des blessures graves pour voir combien de sorties sont annulées. Je vais revenir sur les combats aériens et ajouter quelques précisions. D'abord, pour résumer, on a vu que lorsqu'on est avantagé, c'est-à-dire si on est derrière l'ennemi ou face à un de ses côtés, on peut tirer et on pioche une carte en utilisant la partie haute de la carte qui indique le nombre de hits obtenus en fonction de la puissance de feu. Je signale au passage que le résultat DE signifie avion détruit. Le résultat +C signifie +1 dommage sur un membre d'équipage à tirer au hasard sur la table B4. On pioche ensuite une carte pour l'avion ennemi et on utilise sa partie défense. Si vous êtes face à face, on pioche une carte pour chaque appareil en regardant dans la colonne correspondant à la puissance de feu, dans la partie haute des 2 cartes. Les tirs sont simultanés, sauf si vous utilisez le talent réflexe qui vous permet de tirer le premier. On ne pioche aucune carte pour la défense pour aucun des 2 avions, dans ce cas. Si vous êtes face à face encore, vous pouvez agir autrement en choisissant de ne pas tirer et de vous placer en position défensive, en utilisant la section défensive de la carte piochée. Vous pouvez aussi faire appel à votre coéquipier, Wingman, à la place et utiliser la section Wingman de la carte. Lorsque vous attaquez un avion biplace, il faudra piocher 2 cartes pour sa défense. Pour la première, on appliquera le texte de la section défense, comme on l'a vu, mais comme ces appareils sont munis de mitrailleuses défensives à l'arrière, on pioche ensuite une seconde carte qui simule le tir défensif effectué par l'observateur. On regarde alors, dans la partie basse de cette seconde carte, le résultat de ce tir qui donne le nombre de hits que vous encaissez. Ce tir défensif est simultané avec le tir de l'attaquant, sauf si vous utilisez le talent réflexe qui vous permet de tirer le premier. Si vous êtes désavantagé, c'est-à-dire si l'ennemi vous attaque sur le côté ou par derrière, il y a 3 options pour se défendre. La première option, c'est d'utiliser la section défensive de la carte que vous piochez, comme on l'a déjà vu. La seconde option, c'est de faire appel à votre coéquipier en utilisant le texte correspondant sur la carte. Au début du jeu, on n'a pas de coéquipier. Cette option est donc interdite tant qu'on n'a pas progressé au grade suivant. La première promotion arrive automatiquement au bout de 3 mois de service. Attention, vous devez choisir entre l'option 1, c'est-à-dire la partie défense de la carte, ou l'option 2, la partie qui permet de faire appel au coéquipier avant de piocher la carte. La troisième option pour se défendre d'une attaque ennemie revient à utiliser une manœuvre standard ou une manœuvre avancée à la place de piocher une carte. Les effets de toutes les manœuvres sont résumés sur les fiches des avions. Les talents standards sont utilisables gratuitement à chaque tour, mais les talents spéciaux ne peuvent être utilisés qu'une seule fois par mission et doivent être achetés dans l'ordre avec les points d'expérience. Seule la première
est disponible dès le début de la partie. Les manœuvres avancées sont représentées par un pion. Ce pion est retourné pour indiquer que le talent qu'il représente a été utilisé durant la mission. Il y a donc 3 manœuvres standards. La première est le virage serré. Il permet de gagner une position et même 2 positions si l'avion a un moteur rotatif. La seconde est le tonneau qui permet d'ignorer 2 hits. La troisième consiste à plonger. On évite un hit, mais on doit faire un atterrissage d'urgence au prochain round. C'est à utiliser uniquement si vous pensez qu'il vaut mieux quitter le combat en urgence plutôt que prendre le risque de le continuer. Il y a ensuite donc les 4 manœuvres avancées. La toute première est gratuite. Le pilote la possède dès le départ. Si on l'utilise, on évite un hit et on gagne une position par rapport à l'adversaire. La seconde vaut 2 points d'expérience. Le pilote évite 3 hits et gagne une position. Il en gagne 2 si le moteur de son avion est de type rotatif. La troisième vaut 2 points d'expérience aussi. Le pilote évite tous les dégâts et gagne 2 positions. Cette manœuvre est particulièrement intéressante. La quatrième vaut 3 points d'expérience. Le pilote évite un hit et met fin à la rencontre. Je voudrais aussi parler des procédures pour les missions d'attaque de ballon et celles des attaques au sol, qui suivent des règles bien spécifiques. Pour ce type d'attaque, on doit à chaque fois voler jusqu'au No Man's Land. Durant le vol, on résout les rencontres normalement. Pour les attaques de ballon, on ne peut pas engager des avions biplaces durant cette sortie. Notez que si on est dans une mission d'attaque de ballon et que l'on se retrouve à devoir se défendre contre un chasseur ennemi et que l'on touche son réservoir, l'avion ennemi est détruit automatiquement car les balles utilisées contre les ballons étaient des balles incendiaires. Dans le No Man's Land, la rencontre avec le ballon est automatique. On subit une attaque antiaérienne automatique aussi. On lance un dé de 6. Sur un résultat de 1 à 3, vous prenez un dé de 6 hits aléatoires avant d'effectuer l'attaque du ballon. Pour attaquer le ballon, on pioche une carte. Pour détruire directement le ballon, il est nécessaire d'obtenir 3 hits aléatoires ou plus, ou un résultat DE. Après avoir attaqué le ballon, vous prenez automatiquement un dé de 6 hits aléatoires. Si vous voulez recommencer une autre attaque sur le ballon parce qu'il n'a pas été détruit, vous prenez à nouveau un dé de 6 aléatoire automatique avant et après l'attaque. On peut rompre l'attaque de ballon après n'importe quelle ronde d'attaque. En ce qui concerne les attaques au sol, ce sont des missions spéciales utilisées seulement dans les secteurs des grandes offensives. Si vous êtes dans un secteur de grandes offensives et que vous obtenez un 7 sur la table A1, votre mission devient une mission d'attaque au sol. Volez jusqu'au No Man's Land en effectuant des rencontres éventuelles. Vous subissez une attaque antiaérienne. Vous lancez un dé à 6 faces. Sur un résultat de 1 à 3, vous prenez un dé de 6 hits aléatoires avant d'effectuer une attaque au sol. Le mitraillage dépense 2 points de munitions. Aucune carte combat n'est tirée. La mission est considérée comme réussie à ce moment-là. Après avoir effectué l'attaque au sol, vous prenez automatiquement un dé de 6 hits aléatoires. Si l'avion a l'option de transporter des bombes, elles seront utilisées à la place des points de munitions, mais ça réduit la vitesse de 1 et l'agilité de 2 et empêche d'utiliser la manœuvre virage serré. Une mission d'attaque au sol compte pour 2 sorties. Je vais revenir sur les enrayements et la réparation. On a vu que si on utilise une rafale prolongée, il y a un risque d'enrayement. Lorsqu'on essaye de réparer une mitrailleuse enrayée, on ne peut pas piocher de nouvelles cartes combat, car on est occupé durant tout le round à réparer son arme. On lance alors les dés sur la table B4. Si l'arme est toujours enrayée, on peut à nouveau tenter un test au round suivant. L'arme peut malheureusement aussi devenir inopérable, c'est-à-dire hors service et donc inutilisable. Un joueur n'est pas obligé de tenter de réparer sa mitrailleuse. Il peut à la place piocher une carte combat et se servir de la section défense ou faire une manœuvre. Notez que si les 2 avions n'ont plus de mission ou bien que les dégâts les empêchent de continuer, la rencontre prend fin automatiquement. Notez que si on ne souhaite pas engager le combat à la suite d'un test de rencontre réussi, soit parce qu'on n'a plus de munitions ou si les mitrailleuses sont enrayées ou si votre avion a trop de dégâts, on peut essayer de se désengager, mais seulement si on est en position avantageuse, de côté ou derrière l'avion ennemi. Si vous êtes derrière l'avion ennemi, c'est automatique. Si vous êtes avantagé, donc sur les côtés, lancez un dé à 6 faces. De 1 à 4, on se désengage. Mais de 5 à 6, c'est un échec et l'avion ennemi gagne une position. Le round de combat se termine et on lance les dés pour l'initiative et le combat continue normalement. Si un combat se termine ainsi, le joueur ne peut pas réengager l'avion ennemi dans cette même case d'endurance. Il doit avancer la case d'endurance pour tenter une nouvelle rencontre ou décider de rentrer à la base. Notez aussi qu'un avion ennemi tentera de se désengager si son pilote est blessé, ou s'il n'a plus de mission, ou si ses mitrailleuses sont toutes enrayées, ou si son réservoir de carburant est percé. Il le fera au cours d'un combat, à la place de tirer. S'il est derrière vous, c'est un succès automatique et le combat prend fin. S'il est avantagé, vous lancez un dé à 6 faces. De 1 à 4, il se désengage, mais de 5 à 6, c'est un échec. Et notre avion gagne une position.
le round de combat se termine et on lance les dés pour l'initiative et le combat continue normalement. À la suite d'une mission réussie, on peut éventuellement gagner des récompenses, des médailles ou des points d'expérience. Pour les médailles, elles varient en fonction des nationalités. Pour un pilote français, la médaille militaire est donnée à tous les pilotes dès le départ. Il obtiendra une citation après sa première victoire et un point de prestige. C'est le cas ici de mon pilote. Pour obtenir la croix de guerre, il faut descendre ou endommager 2 avions durant une même sortie. On peut l'obtenir plusieurs fois, mais seules les 2 premières fois permettront de gagner un point de prestige pour chacune. Quant à la fameuse Légion d'honneur, elle est difficile à obtenir car elle est décernée après avoir obtenu 40 victoires. Elle permet aussi d'obtenir un point de prestige. Notez qu'un pilote devient un as s'il obtient 5 victoires. Cela procure aussi un point de prestige. En ce qui concerne les promotions, la première promotion arrive automatiquement après 3 mois de service. Pour les suivantes, il va falloir faire 4 ou moins avec un dé à 6 faces avec des modificateurs suivants. -1 si on a reçu des récompenses, comme des médailles durant cette période. -1 par tranche de 10 victoires obtenues durant cette période. Un pilote qui a le Spare Time Activities Extra Carousing obtenu lors de la création du pilote reçoit un bonus de +1 au jet de sa prochaine promotion, voir la fiche F3, mais une seule fois. Chaque promotion obtenue confère un point de prestige. Il y a 4 grades possibles. Le premier est sous-lieutenant, on débute à ce grade. Ensuite, il y a lieutenant, on est autorisé à effectuer des missions de chasse en solo et on possède un coéquipier. Puis il y a capitaine et enfin commandant. Chaque fois que le pilote reçoit une récompense de n'importe quel type, et pour certains événements, il reçoit un point de prestige. Il ne faut pas confondre le niveau de prestige avec les points de prestige. Chaque point de prestige obtenu monte le niveau de prestige de 1, mais le niveau de prestige ne peut jamais redescendre. Le niveau de prestige maximum est de 5. En revanche, les points de prestige peuvent être dépensés pour différentes raisons. Premièrement, pour obtenir un nouveau modèle d'avion. Il faut que le niveau de prestige soit suffisant pour obtenir cet avion. On dépense alors un point de prestige pour obtenir ce nouvel appareil. Le pilote ratera les 2 prochaines sorties afin de se familiariser avec son nouvel avion. Deuxièmement, on peut dépenser un point de prestige pour demain être transféré sur notre base. Troisièmement, on peut dépenser un point de prestige pour obtenir un type de mission en particulier plutôt que de l'obtenir de manière aléatoire sur la table A11. Toutes les 4 sorties durant lesquelles il y a eu un contact, quel que soit le résultat, le pilote gagne un point d'expérience qu'il pourra ensuite dépenser pour acheter des talents. On débute la partie avec 1 point d'expérience. Je ne vais pas faire la liste complète des talents disponibles à l'achat, beaucoup sont très intéressants et très utiles, et les manœuvres avancées justement en font partie. Voilà, j'espère avoir fait le tour des règles essentielles de cet excellent jeu et vous avoir donné envie de tenter l'expérience. J'adore ce jeu pour de multiples raisons. J'aime bien entendu son thème qui traite d'un sujet historique qui est trop rarement abordé dans les jeux de simulation. J'apprécie aussi beaucoup le fait d'utiliser des cartes et des marqueurs de talent pour simuler les combats aériens. Ça crée à la fois une dynamique et un suspense important à chaque round et ce système fonctionne très bien. J'adore aussi l'idée de commencer à modeler votre pilote avant même sa toute première sortie pour en faire un personnage qui arrive dans son escadrille en ayant déjà une histoire, une expérience et un prestige, qui ne seront pas forcément les mêmes d'une campagne à l'autre, car ça permet de commencer à développer l'aspect narratif du jeu et son côté justement jeu de rôle. Car les points d'expérience et les points de prestige de votre pilote vont augmenter au fur et à mesure des missions effectuées. Ils vont permettre à celui-ci, s'il survit, d'obtenir des talents supplémentaires qui lui permettront de mieux maîtriser le combat aérien et les situations délicates. Il pourra aussi s'en servir pour obtenir des avions toujours plus performants. Le tout en lui donnant la possibilité de devenir un as à partir du moment où il réussit à abattre 5 appareils ennemis. Ceci dit, la route vers la gloire sera longue et semée d'embûches, car vous verrez que la survie d'un pilote au front ne tient qu'à un fil. Merci de votre attention.